Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, je vous préviens qu'une transcription est disponible gratuitement sur ma page Patreon. Vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, on va continuer notre petit quiz sur les questions écologiques. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait, je vous conseille d'écouter l'épisode précédent avant d'écouter celui-là. Je suis toujours accompagnée du journaliste et conférencier Maxime Thuillier. Comme je vous disais la semaine dernière, Maxime interviewe des scientifiques sur plein de sujets liés à l'écologie et au climat. Et donc, vous pouvez écouter ces interviews sur son excellent podcast Green Letter Club. Vous pouvez trouver un lien dans la description de cet épisode. Salut Maxime. Salut Nagisa. Ça va toujours ? Ça va. On est prêt pour cette deuxième partie ? Parfait. Allez, première question. La semaine dernière, on a dit que selon le GIEC, donc the IPCC, le GIEC en français, le groupe d'experts scientifiques des Nations Unies qui évalue le changement climatique, chaque personne devrait émettre au maximum 2 tonnes de CO2 par an. Et donc, la question c'est comment se situent les Français et les Françaises ? Quelle est l'empreinte carbone des Françaises ou des Français ? Est-ce que c'est 6 tonnes, 9 tonnes ou 12 tonnes ? Je répète la question. Comment se situent les Françaises et les Français ? Quelle est l'empreinte carbone, carbon footprint, quelle est l'empreinte carbone des Françaises et des Français ? 6 tonnes, 9 tonnes ou 12 tonnes ? Et la réponse ? C'est 9,2 tonnes en France. Voilà, donc on voit que c'est une révolution qui est nécessaire. Et alors, la majorité des personnes qui écoutent mon podcast viennent des États-Unis. Et donc je me demandais, c'est quoi l'empreinte carbone des Américains ? C'est autour de 15 ou 16 tonnes. Donc c'est quasiment 2 fois celle des Français. Ok. Est-ce que c'est qui les champions de l'empreinte carbone ? Les champions toutes catégories de l'empreinte carbone, c'est les pays du Golfe, et notamment les Émiratis. Un Émirati, ça émet 37 tonnes de carbone par habitant. 37 tonnes. 37 tonnes. Et après, évidemment, ça c'est des chiffres moyens qui masquent la disparité, la différence qu'il peut y avoir entre des gens qui ont beaucoup d'argent et d'autres qui en ont peu. Il y a une étude qui est sortie l'année dernière qui montre aux États-Unis que les 0,1% les plus riches aux États-Unis émettent à peu près plus de 900, voire 1000 tonnes par personne. 1000 tonnes par personne, les 0,1% donc les plus riches. Ils émettent 500 fois plus que ce qu'il faudrait. Ok. Alors, question numéro 2. Combien de morts sont causées par le déclin de la pollinisation ? Alors, mort, donc, c'est dead people, des morts. Combien de morts sont causées par le déclin de la pollinisation ? C'est pas facile à dire. La pollinisation, en anglais, c'est pollination. Pollinisation. Chaque année, pardon. Combien de morts sont causées par le déclin de la pollinisation chaque année ? Est-ce que c'est 175 000, 310 000 ou 427 000 ? 427 000, donc par an sur la planète, il y a près de 500 000 personnes qui meurent parce qu'il y a beaucoup moins d'abeilles, d'insectes qui vont polliniser les plantes. Les abeilles, c'est bees, les abeilles. En fait, ce qui se passe, c'est que dans plein de pays, on a de moins en moins de fruits et légumes. Je prends en Europe, 84% des fruits et légumes qu'on mange ont besoin de la pollinisation. Donc, moins il y a de pollinisateurs, moins on a de fruits et légumes, plus nos régimes alimentaires sont pauvres, et du coup, plus on a de maladies chroniques, tension artérielle, diabète, obésité, qui font qu'en fait, on meurt précocement. Oui, parce qu'une des causes principales, une des manières les plus efficaces d'être en bonne santé, c'est la diversité dans notre alimentation. C'est de manger beaucoup de choses variées. Donc, comme tu dis, cette baisse, ce déclin de la pollinisation, ça fait qu'on a moins de variétés de fruits, de légumes,
Et est-ce que, en quelques mots, on peut expliquer quelles sont les causes de ce déclin de la pollinisation ? Les causes du déclin de la pollinisation, c'est les pollutions et la destruction des habitats. Quand on détruit des haies, des arbres, c'est autant d'endroits où les pollinisateurs ne peuvent plus vivre. C'est aussi autant d'endroits où il n'y a plus de fleurs et donc les pollinisateurs n'ont plus leur raison de vivre. Et juste pour donner une idée, en fait, on se rend pas compte, mais on pense toujours à l'abeille qui produit du miel, l'abeille mellifère qu'on appelle. Mais en fait, il y a plus de 220 000 espèces d'insectes qui pollinisent. Ok. Et il y a même 12 000 vertébrés. Ok. À la fois, il y a des chauves-souris. Les chauves-souris, c'est donc bats. Des petits oiseaux, comme le colibri. Et puis, il y a tous les insectes, des mouches, des guêpes, des bourdons, des frelons, des papillons. Tous les insectes, grosso modo, pollinisent. Donc on voit bien que quand il y a un déclin d'une espèce, ça peut être terrible pour plein d'espèces végétales. Et donc la pollinisation, on la résume souvent à l'abeille à miel, alors qu'en fait, il y a énormément d'animaux et d'insectes qui pollinisent. J'avais aucune idée que les chauves-souris faisaient de la pollinisation. Merci pour tous ces renseignements, pour toutes ces informations hyper intéressantes. On a parlé un petit peu du vélo la semaine dernière. On a parlé de la voiture, de à quel point elle prend beaucoup de place et qu'il y a moins d'infrastructures, enfin il y a très peu d'infrastructures pour les vélos en France en tout cas, et dans beaucoup d'autres pays. Donc la question, pour quel pourcentage de Françaises ou de Français le vélo est le mode de transport principal ? Est-ce que c'est 16%, 27% ou 36%? Je répète, pour quel pourcentage de Françaises ou de Français le vélo est le mode de transport principal ? 16, 27 ou 36%. Et la réponse est ? Je crois que la réponse est 16%. Tout à fait. Est-ce que on va dans une meilleure direction ? En ce moment, par exemple, à Paris, il y a de plus en plus de vélos. Ouais. Ça fait des batailles infinies. Ouais. Dans les grandes villes en France, on voit que la part du vélo est en train vraiment d'augmenter de manière très forte. C'est vrai à Paris, avec certaines rues emblématiques de Paris qui ont été transformées pour le vélo. Comme la rue de Rivoli. Comme la rue de Rivoli, où il y a le Louvre, enfin... Voilà, si vous êtes déjà venu à Paris, peut-être que vous voyez cette rue. Et dans plein de grandes villes de France, vraiment, on voit qu'il y a des efforts budgétaires, des efforts d'urbanisme qui sont faits pour développer le vélo. Et ça se développe effectivement très fortement. On est encore très très loin des grands pays cyclables. Comme on disait, les Pays-Bas avec Amsterdam ou Copenhague au Danemark. À Bordeaux, c'est comment ? Parce que toi, tu es de Bordeaux, j'ai oublié de préciser. À Bordeaux, l'ancien maire de Bordeaux, qui est une personnalité connue en France, Alain Juppé, qui a été Premier ministre, il a été voir comment faisaient les Hollandais. Et en quelques années, Bordeaux a vraiment développé sa politique cyclable. Et aujourd'hui, c'est une des villes les plus cyclables en France. Oh, wow. Par ailleurs, c'est une ville très plate, donc il y a des... C'est plus simple. C'est plus simple. Parce que moi, j'étais à Bruxelles pendant longtemps, et c'est compliqué, quand même, le vélo. Non, le problème, c'est les rails de tram. Ouais, à Bordeaux. T'as aussi les trams à Bruxelles, par exemple, il y a pas beaucoup de pistes cyclables, je trouve. Et du coup, très souvent, t'es obligé de rouler, et t'as les rails de tram. Et je vais être honnête, moi je suis tombée déjà beaucoup de fois à cause de ça et j'ai vraiment un traumatisme avec ça. Donc je marche beaucoup. Mais dans les freins qui empêchent les gens de faire du vélo, c'est pas la pluie. Les gens font du vélo même dans les régions très pluvieuses. Le vrai frein, c'est les collines, les montagnes. Si dans la ville il y a des fortes pentes, là les gens font très peu de vélo. Et là du coup il y a les vélos électriques. Qu'est-ce qu'on en pense des vélos électriques ? C'est des batteries, forcément. Le vélo électrique, c'est vraiment super dans le sens où un vélo, très peu de gens vont aller au-dessus de 5-6 km à vélo parce qu'après, ça devient beaucoup, parce qu'on transpire, etc.
Le vélo électrique permet d'allonger sa distance jusqu'à 10 ou 15 kilomètres. Et donc, la plupart, en fait, de nos déplacements, c'est des petits déplacements. Ouais. Et donc, le vélo électrique, c'est super parce que ça permettrait de, là où les gens faisaient des trajets en voiture, de les faire, en fait, en vélo. Ouais. Et, par exemple, pour donner des ordres de grandeur, avec une batterie de voiture électrique, de grosses voitures électriques, Un SUV, par exemple. un SUV, on doit pouvoir faire une centaine de batteries de vélo électrique. D'accord. Donc certes, ça demande un petit peu de métaux rares, précieux pour faire la batterie, mais s'ils sont employés pour faire des vélos électriques, alors c'est super. Plutôt qu'un SUV, alors c'est super. Donc un SUV, ça peut faire 100 vélos électriques. 100 vélos électriques. Prochaine question. Quelle est la part des émissions de CO2 importées dans l'empreinte carbone des Français et des Françaises en 2022? Alors, c'est un peu compliqué, on va un peu expliquer tout à l'heure. Donc, quelle est la part des émissions de CO2 qui est importée dans l'empreinte carbone des Françaises et des Français en 2022? Est-ce que c'est 27%, 51% ou 72%? 51%. Donc, encore une fois, la moitié. Est-ce qu'on peut expliquer exactement qu'est-ce que c'est ces émissions qui sont importées dans l'empreinte carbone, donc carbon footprint? L'empreinte carbone, c'est tout ce que vous consommez. Et on va voir la production de chacun des objets que vous consommez, ce que ça émet comme CO2. Et les émissions importées, on regarde tous les biens que vous avez consommés, mais qui ont été produits à l'étranger. Par exemple, en France, la grande majorité de nos vêtements sont effectivement produits en Asie, en Chine, au Bangladesh, au Vietnam. Et donc, à chaque fois qu'on met un pull en France, on considère que c'est des émissions qui sont importées, parce que les émissions pour la confection de nos pulls, elles ont été faites avec des centrales à charbon en Chine ou au Vietnam. Donc souvent on dit en effet, la Chine par exemple, aujourd'hui c'est le pays qui est donc le plus émetteur. C'est beaucoup parce qu'ils produisent énormément de produits que nous en fait on consomme. Exactement. Dernière question. Quel est le secteur le plus émetteur en France? Quel est le secteur qui émet le plus de gaz à effet de serre, greenhouse gases, de gaz à effet de serre, en France? Est-ce que c'est le secteur des transports? Est-ce que c'est le secteur de l'agriculture ou de l'industrie? Je répète la question. Quel est le secteur le plus émetteur en France? Transport, agriculture ou industrie? Et donc, tu as un peu indiqué la réponse la semaine dernière. C'est le secteur des transports. Ça représente 32% des émissions de CO2 en France. Donc c'est principalement de très loin la voiture et les camions pour le transport de marchandises qui émettent le plus de CO2 en France. Donc voilà, nous l'objectif en France c'est de diviser nos émissions par 5. Donc si on veut vraiment commencer à réduire nos émissions de manière importante, il faut qu'on diminue la place de la voiture et des camions. Comme tu disais la semaine dernière, et le deuxième secteur le plus émetteur, c'est l'agriculture, c'est ça? Ouais, le deuxième secteur le plus émetteur, c'est l'agriculture, avec 19% des émissions de CO2, ou équivalent, parce que c'est beaucoup les vaches qui émettent du méthane, les engrais aussi, qui émettent des gaz qui sont très nocifs pour le climat. Voilà. Merci pour toutes ces informations. Je t'ai demandé la semaine dernière si tu avais des livres à conseiller. Tu as conseillé le livre Triste campagne, pardon, et tu as aussi conseillé le livre en anglais Uninhabitable Earth. Et cette semaine, c'est quoi tes petits tips, tes petits conseils? Ça peut être des livres, ça peut être des documentaires, des films. Je vais conseiller un livre qui m'a beaucoup marqué. Et là, juste pour un peu changer notre regard sur les animaux, c'est un livre vraiment passionnant qui s'appelle L'homme chevreuil en français. C'est un Français qui a vécu 7 ans dans la forêt, seul avec des chevreuils, et il devient ami avec eux, il leur parle, il vit plus du tout comme nous, c'est-à-dire qu'il mange des feuilles,
des fruits de la forêt, et il se fait accepter par des chevreuils, et c'est vraiment extrêmement émouvant, et ça nous montre, comme Jane Goodall ou Dian Fossey ont pu le faire, ça change notre regard sur ces animaux et sur les animaux en général, donc c'est vraiment... Parce que c'est un grand sujet, en effet, nous on se sépare énormément du monde vivant, et en fait on a créé une distance énorme, alors que par exemple quand on regarde des peuples indigènes, ils s'incluent complètement dans ce monde du vivant, ils se mettent à niveau ou même en dessous. Une des raisons de la crise climatique, c'est effectivement cette course pour s'éloigner du vivant, s'extraire du vivant, avoir que des biens et de la consommation très artificielle, très puissant, qui ne fait que détruire le vivant. Donc effectivement, tout ce qui va dans la direction d'aimer le vivant, de changer notre regard sur les animaux, sur les végétaux, etc., ça fait partie de la solution, parce que ça change notre manière de voir le monde. Absolument. Merci beaucoup, Maxime. Avec plaisir. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je rappelle que tu as donc un podcast qui s'appelle le Green Letter Club, dans lequel tu interviews des scientifiques sur plein de sujets autour de l'écologie. Et c'est quoi le dernier épisode que tu as mis en ligne ? Le dernier épisode que j'ai mis en ligne, c'est sur le vélo, justement. Parfait. Sur le développement du vélo en France. Parfait, j'irai l'écouter. Et j'irai lire tous les livres dont tu as parlé aussi. Et si vous voulez faire pareil, donc je vous conseille de cliquer sur le lien que j'ai mis dans la description de cet épisode. On espère que donc ces 2 épisodes vous ont appris plein de choses. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.